Yaorana et bienvenue dans Manava. Une bonne santé mentale est primordiale. Sommes-nous en Polynésie assez conscients de cela et assez vigilants? Pour en parler, nous recevons le docteur Romain Bourdoncle, médecin psychiatre au CPSA, le Centre de prévention et de soins des addictions. Bonjour Romain. Yorana. Ranitea Foura, chargé du développement pour l'association Taputea Ora. Bonjour Ranitea. Bonjour. Tessie Hiro, directrice de l'association Rimaere. Bienvenue. Bonjour. Et Janice Chan. Bonjour Janice. Bonjour Tu Stéphane. vas nous parler, tu vas nous donner quelques chiffres concernant la Polynésie. D'après une étude menée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 40% des Polynésiens souffriraient d'un trouble mental. Des chiffres importants et surtout plus élevés qu'en métropole. À l'heure actuelle, la Polynésie n'est pas en mesure d'établir d'études fiables sur la santé mentale, faute d'observatoires, de collecte assidue ou même d'activités de recherche consacrées. Et pourtant, on constate une hausse très importante des demandes de soins. Le nombre de patients suivis en consultation en 2021 était d'environ 9 800 contre 1 700 en 2015. On remarque également que les hommes sont davantage concernés que les femmes, 62% contre 38% pour les troubles psychiatriques. Mais le plus alertant est que le Fénois est marqué par un taux de suicide important touchant une population plus jeune, principalement masculine, et avec une tendance à l'augmentation ces 20 dernières années, à l'inverse de la métropole. Ranitea, au vu de ces chiffres, est-ce qu'il y a une vraie nécessité de mener une étude locale sur la Polynésie, sur la santé mentale de nos Polynésiens? Alors bien sûr, en termes de nécessité pour mener des enquêtes, ça c'est primordial, comme tu le dis. Les chiffres n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières années. Après, nous, c'est vrai que par rapport à notre association, nous avons essayé de mettre en place tout ce qui est accompagnement et soutien au niveau des familles pour justement permettre à toutes les personnes concernées par un trouble psychique de pouvoir, on va dire, être dans un mieux-être au quotidien, vu qu'on s'est rendu compte que c'est les familles qui sont les premiers acteurs dans l'accompagnement. Romain, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que la santé mentale? La question est très large, mais je crois qu'elle est importante. En effet, la question est très large et la santé mentale, c'est très large. Bon, déjà, le mot santé, généralement, tout le monde est un peu content. Le mot mental, tout le monde a un peu peur. Mais si on reprend la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à une personne d'accomplir son plein potentiel, qui lui permet aussi de faire face aux aléas de la vie quotidienne, mais aussi de trouver sa place un peu dans la communauté. Donc c'est assez large. C'est pas seulement les troubles psychiatriques ou psychologiques, ça va être tout le reste. C'est-à-dire que à la fois une association sportive ou une activité sportive fait partie de la santé mentale. Avoir une activité régulière, manger équilibré, bien dormir, s'hydrater correctement, tout ça participe à une C'est bonne un tout. santé mentale. C'est un tout. Et c'est là où c'est parfois un peu difficile parce que c'est large, spécifique et maillé avec plein d'autres choses. Qu'est-ce qui peut affecter cette santé mentale? Alors, au moins trois grands critères, je dirais. Il va avoir une partie biologique, c'est-à-dire que bah, on hérite quelque part parfois de certaines fragilités. Certaines substances vont aussi parfois aggraver certains troubles, donc c'est vraiment quelque chose de très scientifique quelque part, hein. Il y a un côté aussi psychologique, notre vécu, notre vie, les événements de vie qu'on a pu vivre, l'enfance qu'on a pu avoir, la famille qu'on Notre a pu environnement qu'on a pu social? avoir. Et l'environnement social, qui vient aussi un petit peu après. C'est tout ça qui peut en tout cas agir sur notre santé mentale, en bien comme en mal. Tessie, comment se porte la population polynésienne en termes de santé mentale? Je ne saurais pas dire grand-chose sur la population de manière générale en Polynésie. Pour mon public à nous, qu'on accueille au centre Imahéré, au quotidien 72 personnes quand même, Ouais. donc atteints de troubles psychiatriques et de handicap mental. Chez nous, ils vont très bien. Très sincèrement, ils sont très heureux, mais c'est par rapport à la prise en charge. Mais la prise en charge, c'est la passerelle entre la plupart des personnes qu'on accueille vient de l'hôpital psychiatrique. Donc c'est la passerelle qui sera faite avec les soignants de l'hôpital, les journées immersives ou les stages d'observation chez nous et l'accueil qui sera fait pour la prise en charge. Une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire éducative, sociale et médicale, paramédicale. D'accord. Romain, les signes annonceurs de fatigue mentale, Alors, il y en a beaucoup, hein. les principaux, on va dire. Les principaux. Globalement, bon, l'humeur en pratique, quand on voit un fléchissement de l'humeur, une tristesse qui commence à s'installer durablement, il faut commencer à être vigilant, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Les troubles du sommeil sont souvent très annonciateurs. Les consommations à risque. Alors bon, je suis le principal concerné pour la dictologie, mais le tabac, paca, alcool, plus on commence à boire régulièrement et fortement,
plus il y a quelque chose qui peut-être s'annonce. Les troubles de l'alimentation qui sont aussi présents. Et puis tout en fait changement assez brutal par rapport à l'état antérieur. Si j'étais joyeux et que je voyais Stéphane tous les jours et puis que le lendemain tu me vois renfrogner un peu dans mon coin, c'est aussi parfois aux Ça peut proches être une alerte. ouais, de se Alors, dire c'est soit ponctuel, mais si ça devient récurrent, on considère ça comme une alerte. c'est ça. Et puis il faut pas aussi hésiter à soutenir nos proches, hein. On est des animaux sociaux quelque part. Et c'est aussi la tristesse, la colère, la peur sont des signaux pour les autres. On dire ah t'es triste, est-ce que tu as besoin que je te soutienne? C'est faut aller vers l'autre. Janitea, est-ce que les personnes viennent vous voir spontanément? Ou est-ce en général, ils ont vu un médecin avant? Ou comment est-ce ils réussissent à s'alerter? Alors de manière générale, nous, on a surtout beaucoup d'appels venant des familles, principalement qui, eux, ont un proche à la maison ou en tout cas qui est concerné directement par un problème de santé mentale. Donc elles nous appellent pour diverses raisons, que ça peut être des demandes d'information, ça peut être pour avoir une écoute attentive, comme il disait précédemment. Soutenir les personnes, c'est vraiment notre principal objectif. Après, de manière générale, les personnes qui nous contactent et qui sont elles-mêmes concernées par un problème de santé mentale ont été par le passé déjà diagnostiquées ou en tout cas ont connu une phase d'hospitalisation. Donc on accueille un peu tout public et on reçoit familles et personnes concernées directement à l'association. Et le diagnostic est fait par alors je ne sais pas si on dit thérapeute ou spécialiste ou médecin. Alors généralement le diagnostic il est médical, hein, en tout cas si on code comme ça, et la prescription l'est aussi, hein. Le diagnostic après peut être large, peut être partagé, pluridisciplinaire, parce que une fois qu'on a dit qu'il y a un épisode dépressif caractérisé, on n'a pas tout dit. On n'a rien dit de la structure psychologique qui peut être derrière, on n'a rien dit de l'environnement social qui a favorisé ou qui favorise un bien-être par la suite. Donc le diagnostic médical, c'est le médecin. Le diagnostic, je dirais, de santé mentale, Environnemental. environnemental, il est pluridisciplinaire et c'est souvent le lieu des réunions cliniques qu'on fait dans les différentes structures, hein. Quand les familles vous appellent, est-ce que la personne concernée alors je cherche le bon terme, mais on va dire est partante pour venir vous voir ou quelquefois il y a une sorte de déni? Alors, il y a toute catégorie. Il y a les personnes qui sont dans un déni de la maladie ou dans des refus de soins. Donc là, c'est vraiment les familles qui sont en demande de soutien par rapport à cette personne. On a aussi des personnes concernées qui viennent nous appeler directement pour participer à nos ateliers. Et après, il y a des fois des familles qui viennent avec la personne concernée. Donc, il y a vraiment une dynamique de collaboration avec le proche. Et à ce moment-là, on travaille du coup sur la cellule familiale en entière. Ici, les personnes qui viennent vous voir, elles sont déjà diagnostiquées Elles sont diagnostiquées, oui. et elles ont déjà cette volonté. On leur impose pas de venir vous voir. Elles sont invitées et encouragées à se rapprocher de nous. À se rapprocher de nous. Ensuite, quand elles arrivent chez nous, je parle des personnes, hein, des nouvelles personnes accueillies. Oui, oui. Elles arrivent chez nous, découvrent le public autour et, comme Ranité a dit, un déni. Donc, ne se sentent pas du tout à leur place. Alors que, d'où cette passerelle que je demande hein, souvent avec mes partenaires professionnels, se sentent pas à leur place et abandonnent la prise en charge et le suivi chez nous. Du coup, rentrent chez eux. Ce qui peut être intéressant, est-ce que tu peux détailler le type de pathologie que vous pouvez accueillir ou vous essayez de traiter? Alors, sur les 72, une quarantaine sont porteurs de troubles de la psychose, grossièrement dite des schizophrènes. D'accord. Mais stabilisés, accompagnés et qui, avec la prise en charge, se portent très, très, très bien. Ils peuvent avoir des hallucinations auditives ou visuelles, mais tout ça, on va dire, le fait que mon équipe soit formée à ce type d'accueil et de prise en charge font que on ne voit pas, on va dire, cette contrainte dans le travail. L'idée, Ouais, c'est l'accompagnement, justement. voilà. La notion de contrainte est complètement enlevée du process Ah oui, et vous les complètement. accompagnez. Chez nous, oui. Donc, nous, notre mission, c'est d'accueillir, d'aider et puis, à un moment donné, de les stabiliser socialement pour les réinsérer dans leur famille et les réinsérer dans une structure professionnelle. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Ah oui, beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Donc, en termes de temps, déjà, pour beaucoup, ils s'y plaisent. Donc, il y a plusieurs ateliers professionnels de préparation à une profession avec des moniteurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des formateurs. Et ils apprennent les bases, en fait, d'une profession, que ce soit la cuisine, les espaces verts, entre autres. Et puis, l'idée, c'est quand ils sont à l'aise et sont plus confiants en eux-mêmes,
on évolue vers un SITH, ce sont des stages d'insertion pour travailleurs handicapés. D'accord. Donc on les forme, on les inclut, on les réintègre Les dans une... resociabiliser, les je sais pas si resocialiser, c'est le on bon va terme, dire, pardon, mais on va dire, ils sont déjà resocialisés parce que dans notre prise en charge, il y a des sorties à l'extérieur, des d'accord, activités voilà. sportives et C'est tout. pas fermé. Voilà, donc c'est pas fermé. Et puis notre public, c'est des 20-60 ans. Donc entre autres, on va investir la réinsertion professionnelle pour les 20-40 ans parce qu'à 50 ans, c'est un peu plus difficile. Donc on est plus dans le maintien de l'autonomie, qu'ils restent actifs. On a des terrains de permacole. Ils investissent les jardins, donc on les accompagne dans ce Il faut qu'ils sens-là. restent actifs. Oui, toujours, Les c'est familles, important. les familles peuvent leur rendre visite. Enfin, ils sont pas en vase clos. J'imagine que vous faites en sorte qu'il y ait un maximum d'échanges quand c'est possible. Oui, en fait, Rimahere a 3 pôles. Un pôle centre de jour, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30 et 14h30 le vendredi. En journée continue, les repas sont offerts. Donc ça, c'est le centre de jour où les bénéficiaires, les 72 personnes, ont un accompagnement pluridisciplinaire. Ensuite, on a un pôle hébergement, 24 places, en permanent, 7 jours sur 7. Donc, il y a d'autres activités le week-end et le soir. Les 24 personnes investissent le centre de jour le matin. Et puis, on a un pôle formation, donc ouvert à tout public pour des formations sur le social ou d'autres domaines, notamment bâtiment, l'administratif, la santé ou l'entrepreneuriat. Notre pôle formation est plus ouvert donc, à des stagiaires orientés par le CEFI, au SARIA, où nos formateurs investissent la justice, donc le milieu D'accord. carcéral. C'est bien, j'ai laissé un petit peu de temps parce que je voulais que tu le détailles bien, parce que je trouve ça important que les gens le comprennent Oui. complètement. Romain, une question plus, on va dire, plus technique. Est-ce qu'il est nécessaire de passer par la phase médicament? Ah, c'est une vraie bonne question. Pas toujours, et ça dépend des pathologies, hein. Il y avait des études assez intéressantes qui datent déjà d'il y a plusieurs années. Par exemple, pour l'épisode dépressif, on s'est rendu compte que les patients qui ne sont pas répondeurs aux antidépresseurs sont souvent ceux qui sont répondeurs à la psychothérapie, et réciproquement. C'est pour ça que dans les recommandations de l'OMS, eh ben, on prescrit généralement les deux, à la fois de la psychothérapie et du traitement antidépresseur. Comme ça, on est sûr de pouvoir aider la personne. Et ensuite, vous dosez et On vous... dose et c'est toujours la dose minimale efficace. Mais la prescription médicamenteuse c'est une petite partie du travail même médical, hein. On peut prescrire un hôpital de jour, on peut prescrire bah, voilà, plutôt d'aller dans des familles thérapeutiques. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Et puis surtout en termes de santé mentale, je tiens à le rappeler, hein, c'est surtout le tissu associatif qui est le maillage, hein, et qui soutient la santé mentale en Polynésie, même dans d'autres pays. Donc voilà, pas tout le temps des médicaments. Les médicaments, c'est une possibilité qui va agir sur un des facteurs qui pouvait intervenir dans la santé mentale, qui est le côté biologique. D'accord. On va en gros agir dessus, mais c'est pas les médicaments qui vont agir sur le côté psychologique, c'est pas les médicaments qui vont agir sur le côté social. C'est une aide ponctuelle. C'est une aide ponctuelle qui parfois peut être sur le temps long, parce Oui. qu'il y a des traitements qui peuvent être assez longs sur certains patients, mais en tout cas, il y a des indications précises, toujours la dose minimale efficace, et c'est toujours quelque chose qu'on doit questionner aux patients. Voilà, c'est est-ce qu'il le tolère bien, est-ce que c'est efficace, quand est-ce qu'on diminue, c'est quelque chose qui doit être vraiment, voilà, le patient doit recevoir une information claire et loyale quant au traitement médicamenteux qu'on lui prescrit. D'accord. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Ranitea Faura pour l'association Tapute Aura, Tessie Hiro pour l'association Rimaere et Romain Bourdoncle, médecin psychiatre au CPSA. Janice, un pôle de santé mentale est prévu, tu nous en parles? À l'origine, le tout premier hôpital de Miami qui se situait sur Papeete a été transformé en centre neuropsychiatrique en 1980 pour une activité jusqu'en 2003, date à laquelle les services ont été transférés dans le nouveau département psychiatrique de Taoné. Suite à cela, la première pierre du futur pôle de santé mentale a été posée en 2016, mais son ouverture initialement prévue pour ce mois-ci a été repoussée dans le courant 2023. Ainsi, ce nouveau bâtiment, qui a pour but d'offrir une véritable filière psychiatrique sur le territoire, promet plusieurs choses, comme étendre la prise en charge des adultes souffrant de troubles psychiatriques, ou encore installer une filière psy pour les ados, mais aussi pour les enfants, et également installer une filière de prise en charge en toxicologie et addictologie. Taoté Romain, concrètement, il en est où ce pôle?
Il avance, il avance. Il y a beaucoup de réunions, c'est un gros projet, c'est beaucoup d'investissements. C'est un sujet très vaste, hein, la santé mentale. Un pôle santé mentale, c'est encore plus vaste. Ça réunit beaucoup de services qui viennent d'entités différentes, avec toute la complexité que ça peut avoir. Et puis, il y a eu la crise du Covid qui arrive par là. Donc avec des retards d'approvisionnement. Donc voilà, on attend, on croise les doigts pour que ça ouvre le plus rapidement possible. C'est vrai que pour le CPSA, ce qui paraît le plus urgent aujourd'hui pour nous, c'est qu'il y ait des lits pour qu'on puisse faire du sevrage, qu'on puisse faire des cures en addictologie, des cures pour le sevrage d'alcool notamment. Donc on attend, on continue de travailler dessus, on a des réunions assez régulières avec les différents partenaires, on peaufine nos projets de service, on établit le projet d'établissement et on aura quelque chose qui sera vraiment innovant et puis vraiment bien pour la Polynésie. Donc ce pôle reprendra la suite moi ce que j'ai connu, qui s'appelait Vayami. Alors, Non, pas pas vraiment. exactement, parce qu'à Vayami, il y avait pas non plus la dictologie, il y avait certains services qui n'existaient pas encore. Là, dans ce pôle de santé mentale, il y aura le service d'addictologie, il y a la pédopsychiatrie, il va avoir Ça va le être plus CAMS complexe, aussi, c'est plus complet. complexe, ouais. C'est plus complet, plus complexe, beaucoup d'articulations, beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, voilà, et beaucoup d'investissements aussi. Tu as parlé justement de la crise en Covid, on est tous, on l'a tous subi. Ranitea, est-ce que vous avez reçu beaucoup plus, on va dire, d'appels ou d'appels à l'aide pendant cette période-là? Alors, c'est vrai qu'on avait pas mal de conférences et de formations qui étaient prévues initialement pendant cette période. Malheureusement, bah, tout a dû être annulé parce qu'on ne pouvait pas se rassembler tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'appels des familles à ce moment-là, surtout par rapport on va dire, une grande détresse de certains jeunes qui, pendant période Covid, et notamment à cause des personnes qui ont été licenciées, où il y a eu une augmentation des personnes qui se sont suicidées. Ouais, il y a une Donc, vraie c'est vrai détresse, que voilà, sociale. une vraie Ouais. détresse sociale pendant la période Covid, effectivement. Donc tu parlais des plus jeunes, c'est une des questions que j'allais poser. Est-ce que les adolescents en Polynésie sont plus impactés par des troubles, on va dire, mentaux, au sens de ceux dont tu parlais tout à l'heure, Romain, hein. Je ne parlais pas des addictions, mais plus impactés, et plus stressés, et ça peut découler sur de plus gros troubles. Alors, c'est vrai que par rapport à l'enquête qui a été menée par SOS Suicide sous l'égide de l'OMS, ils ont constaté effectivement une augmentation par rapport à cette jeune population en termes de tentatives de suicide et par rapport aux troubles addictifs, notamment au sein de l'addictologie. Maintenant, c'est vrai que nous, par rapport à cette population jeune, la plupart du temps, c'est effectivement la période pendant laquelle les premiers symptômes de troubles psychiques arrivent. Donc, pour nous, c'est vraiment un essentiel de pouvoir, on va dire, prendre en charge le plus rapidement possible pour pouvoir, à long terme, y répondre et en tout cas avoir un meilleur accompagnement sur le long terme. Les familles en sont conscientes, elles sont capables alors de voir les signes précurseurs ou annonciateurs. Alors, la population n'est pas toujours formée à la question de la santé mentale et encore moins à la question des troubles psychiques et des maladies mentales. C'est vrai que pour l'occasion, on a une visioconférence si jamais plusieurs personnes sont intéressées qui sera totalement gratuite pour le lundi 17 octobre, me semble-t-il. Et voilà, toutes les inscriptions se font via la plateforme Family Psy, où là, ce sera justement permettre de pouvoir repérer les signes annonciateurs des troubles psychiques chez l'adolescent et le jeune adulte. Chez l'adolescent, le jeune adulte, Romain, le traitement se fait de la même façon ou il y a une approche différente? Il y a une approche un peu différente et parfois pas de la même façon, c'est-à-dire que la prise en charge familiale est souvent essentielle, nécessairement pour les patients mineurs déjà, parce qu'il y a toujours l'accord des parents. Pour le jeune adulte, parce que c'est une période de transition, c'est vraiment une période de vie souvent très compliquée, souvent très difficile. Le corps change, la notion de temporalité change. On veut parfois tout de suite un peu dans une certaine impulsivité. On a le corps qui bouge en même temps très vite. Euh, Il y a en effet beaucoup de changements même au niveau des hormones et ce qu'on peut Oui. ressentir. Il y a l'abus de substances qui va avec. C'est vraiment toute une chimie qui se fait. La place des éducateurs, la place des associations, la place du sport, je le redis, d'une bonne alimentation et de la famille sont essentielles. Pour moi, c'est le gros de la prise en charge. Les médicaments, encore une fois, bon, après, on verra avec d'autres collègues, mais ça vient en support. Un médicament, voilà, un médicament psychotrope, c'est une béquille. C'est-à-dire que si vous pétez la jambe, il y a besoin d'une béquille, mais c'est pas la béquille qui va soigner. La béquille, elle va soulager le poids qui est L'aide. sur le plâtre.
Et le plâtre, c'est la famille, c'est l'association, c'est tout ce qui est autour, c'est tout ce dont on parle depuis le début de l'émission. On parlait des adolescents, mais les personnes âgées Mhm. peuvent avoir aussi besoin d'aide. Ouais. Et est-ce que c'est facile à détecter? Alors c'est plus difficile à détecter. C'est plus difficile à détecter parce que déjà, tout le tissu parfois social s'est délité au fur et à mesure des années avec l'âge. Ensuite, tout ce qui va être les troubles du sommeil associés, parfois sont un peu passés inaperçus parce que on est un peu plus âgé, le rythme veille-sommeil se décale, on a une hygiène de vie parfois voilà, qui se délite un petit peu, et puis surtout parfois un patient âgé qui voilà, déprime un petit peu parce qu'il a plus d'amis, parce que il a peur, il a On va se crainte de mourir, renfermer. il va se renfermer, et parfois on se dit bah oui, bah, à sa place on serait pareil. Et donc du coup, parfois on n'ose pas trop agir. C'est tout un champ de la santé mentale qui est assez compliqué, c'est la gérontopsychiatrie, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Actuellement, je pense que la psychiatrie adulte quand même les prend en charge, mais c'est une population assez compliquée. Il y a aussi toutes les autres pathologies neurologiques qui peuvent être associées, avec Alzheimer, Parkinson, qui peuvent aussi se mêler avec la santé mentale. Plusieurs fois, je vous ai entendu parler d'addiction. Est-ce qu'on aurait un vrai problème avec, on va dire les choses, drogue et alcool en Polynésie? Alors, Dans le domaine dont nous sommes en train de parler, bien sûr. on a un problème avec les addictions, mais dans le monde entier, et en même temps, l'addiction est au cœur de la santé mentale. Parce que au départ, on consomme pour rechercher un bien-être, comme on le décrivait un petit peu un peu plus tôt. Et puis, petit à petit, eh ben, on consomme de plus en plus, on a besoin d'une plus grande quantité pour avoir les mêmes effets, on commence à avoir un craving, donc une sensation irrépressible de consommer, des conséquences négatives, et ce qu'on pensait être la solution initiale devient un problème. Ouais, ça devient encore, puis ça Voilà. empire. Exactement. Et donc la panacée voilà, s'évapore et du coup précipite souvent une pathologie sous-jacente, ou en tout cas précipite souvent un fléchissement thymique à Et côté. puis la notion de panacée, elle est théorique en plus. Donc, En plus, ouais. Tessie, quelquefois, est-ce que tu récupères, en tout cas, vous vous occupez de jeunes gens qui sont allés trop loin justement dans leurs addictions, et est-ce que vous réussissez à les remettre en place, à les aider à retrouver le chemin, on va dire? La plupart de notre public ont été des anciens dépendants, alcool, drogue. Et bon, c'est vrai que chez nous, on est un milieu fermé, avec un cadre, un règlement intérieur. Et qu'on La notion de applique. rigueur les aide. Ah oui, la notion de rigueur les aide. Par contre, oui, il y a le sevrage, on va dire, c'est ces moments où ils ont envie. Donc, l'idée, c'est de développer un panel, on va dire, d'accompagnement, que ce soit éducatif, le sport. Le sport, on les a réintroduits. D'ailleurs, là, on fait le Hawaii Kinui Parava'a, mais pas que. Euh, le sport, donc, qui fait partie du bien-être mental, on va dire changer le rythme, prendre des rendez-vous avec, faire une psychothérapie, un groupe de parole, investir les activités manuelles et créatives. C'est notre manière de pallier les anciens dépendants. On revient souvent vers eux pour faire le point. On en a plusieurs qui ont réussi à... Ils ont besoin de s'occuper l'esprit, de s'occuper On change les manuellement rituels. et de changer les rituels. Oui, on a changé les rituels et surtout, on est dans une bienveillance et une bientraitance et une écoute perpétuelle avec eux. Un besoin de parler. Bon, après, c'est vrai que beaucoup, ils t'interpellent, ils disent « Ah, j'ai besoin de parler. » Donc, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie démarche et qu'ils veulent s'en sortir, et ça, c'est hyper positif. Oui. Ramitea, j'aimerais que tu nous parles de la semaine d'information sur la santé mentale prévue prochainement. Alors oui, du coup, ce sera la première édition qui sera menée en Polynésie sur les semaines d'information en santé mentale qui auront lieu du coup du 10 au 23 octobre. Alors nous avons plusieurs journées portes ouvertes, des événements également propres à chaque structure, mais on va dire qu'il y a deux événements clés à cette semaine dans la présentation des différentes structures qui aura lieu le mercredi 12 et qui rassemblera du coup plusieurs structures du CHPF, la pédopsychiatrie, le phare et Tamaro, les associations concernées dont Rimahiri, SOS Suicide et puis la note bien évidemment, ainsi que certaines de la presqu'île dans Tatira Rumateititi. Et pour la deuxième grande journée qui est ouverte à tout public, ce sera pour le vendredi 14 octobre
à partir de 15 heures, toujours à l'amphithéâtre du CHPF, où là, ce sera 3 psychiatres du CHPF qui organiseront une conférence intitulée La folie d'aujourd'hui et les mots de demain, avec du coup le prisme de la santé mentale à travers le temps. Voilà, qui est complet et Ouais. très Après, pour plus de et précis. renseignements, il ne Voilà. faudra pas hésiter à se renseigner au niveau des associations qui publieront du coup le programme plus complet. J'imagine que ça peut être très très complexe, mais ça va être très intéressant. Tessie, Romain et Ranitea, je vous remercie. C'était un vrai plaisir, c'était très intéressant et on voit que tout le monde y met du sien et qu'on essaye d'emmener, je vais dire particulièrement cette jeunesse et de leur donner un coup de main parce que je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est notre avenir, donc on doit y faire très attention. Merci d'être venu nous expliquer Merci. tout ça. Merci. Merci. Janice, quel est le programme TV pour ce soir sur TNTV? Alors ce soir, retrouvez sur TEN TV à 19h votre magazine Yaurana, à 19h25 votre jeu Afata Oa Oa, suivi à 19h35 le 5e duel de Hot Fridge et à 20h20 Danse avec les stars. Merci Janice, bon après-midi sur TNTV et à lundi.